La Poche Bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'AutoHebdo.net. Ah, on lui fait confiance, on l'aime. Il n'est pas venu finalement. Salut, Guy. Hey, Luc, tu sais comment il est avec son T-shirt. Là. Comment ça va, Luc? Il travaillait fort. J'ai changé mon décor. Le jean de la poche bleue en arrière. Un gros changement de décor. Non, mais parle-moi d'un gars qui fait des efforts, tu sais. Alors, il a mis le paquet à soir. Là, Là j'avais hâte que vous arriviez. Parce que j'ai un petit trou normand, un petit produit du Québec. Silvio, c'est une série, c'est de l'eau de vie. C'est comme du gin, mais un petit brin plus fort. Ça décolle le placenta. Peux-tu nous le montrer comme il faut? Je n'ai pas vu la bouteille. Ça, c'est fait pas loin de Mingford. Franklin. OK. Puis, c'est bon. J'avais essayé ça cet été de m'année quand on était semi-déconfinés au coup monté à l'Assomption. Ils nous avaient donné ça en trou normand, puis j'adorais ça. Puis toi, Luc, t'es un gros buveur là, de produits québécois. T'aimes ça, là, encourager le local. Puis je le sais, t'es probablement le numéro un des personnes. Non, sérieux, t'aimes les produits québécois, puis t'en es fier, puis on le voit avec ton T-shirt, là, mais c'est quoi ta découverte, mettons, de l'année? C'est quoi à part la poche bleue, là, on le sait? Ben, la découverte de l'année, c'est... ça s'appelle le 5M. C'est une micro-distillerie à Louisville. C'est comme du Baileys, mais au sucre à la crème. Oh, tabarouette! Je te dis, là, c'est malade. C'est vraiment bon, là. Tu sais, t'en prends pas trop, là. Un petit digestif, c'est vraiment solide. Mais les bières de micro, c'est un peu une maladie, tu sais. Je vais à l'épicerie, puis elle, je l'aime, fait que j'en achète. Elle, je la connais pas, fait que j'en achète, tu sais. Puis, d'ailleurs, là, le Country Club, là, si vous y allez, là, je m'invite. Hey, Luc, c'est là que je m'en allais. J'ai dit là, on a deux choix, là, c'est Bécomo ou c'est Charlevoix. Je m'en allais te dire, Luc, il me semble que tu es le candidat parfait pour venir faire ça. Non, mais l'hiver passé, je suis allé avec Julie, ma femme, au Massif. On est allé à la microbrasserie Charlevoix. La Placatoune, là, c'est une de mes bières préférées. Je pense que tout le monde l'aime, elle est très populaire dans les bières de micro. On a passé une belle soirée, mais Country Club, je ne connaissais pas ça. Puis quand on va dans des petits voyages où je fais beaucoup de conférences dans les écoles à cause de mes livres, Lac Mégantic, à Thetford Mines, il y en a partout des micros. Puis je repars tout le temps avec des petits produits locaux, tout le temps, puis j'essaye ça après. Ouais, j'avais fait vu. Que salut les gars, avec un verre d'occasion en plus. Nashville. Oh, t'es équipé, Luc. Là, t'es sharp. T'es prêt pour la game, Luc. Ça, c'était le petit trou normand. Puis pour la vraie soirée, ben là, aux gens, il y a un produit par chez nous à Shawinigan, le Trou du Diable, la sang d'encre. C'est des meilleurs stars. Trou du Diable, c'est celle qui font la Shawinigan, la selle avec Jean Chrétien, là, c'est ça, hein? Exactement. C'est ça. Wow. J'en prends un petit peu moins parce qu'ils ont été vendus à Molson. Fait que c'est comme une microbrasserie commerciale, comme Boréal, dans le fond. Mais c'est solide. C'est vraiment très bon. C'est une de mes bières préférées. Ça, c'est une rousse? C'est une stout. Une stout, OK. Regarde la belle couleur de ça. Et tabarouette, on t'en boit pas 12 c'est là, pas trop ça, fort, là, c'est 5%. Ah ouais? C'est une bière de dessert. Là. Hey Luc, je vais te commencer. Là, va te starter à mitaine? Non, c'est pas ça. Je vais te starter, mon Luc. Là. C'est ça. Non, mais ça a sonné de même. Excuse-moi. Je vais te starter, Luc. Luc, tu parlais de voyagement. Tu vois, tu sais, les microbrasseries et tout ça, mais dans ton métier et tout ça, ce que tu fais là, dans ta carrière, tu voyages beaucoup. Tu sais, nous, on parle souvent des joueurs, on s'en va, on prend l'avion, c'est facile, tout est facile. Là, mais toi, côté médias et tout ça, c'est comment le voyagement? En fait, nous autres, là, quand j'ai commencé, on était dans l'avion. Il y avait les entraîneurs de management, les médias, puis les joueurs après. Puis c'était assez strict. Là. Michel Lapointe, qui était la secrétaire de route du Canadien, que vous avez probablement connu dans vos débuts, était peut-être encore là. Flower, nous autres. C'était Alain OK, bon, ben c'est avant vous autres. Puis, tu sais, c'était strict. On se faisait pratiquement chicaner si on regardait en arrière dans l'avion, tu sais. C'était un peu bébé des fois, là. Puis quand Bob Gainey est arrivé en 2005, là, on est débarqué.
on a pris des vols commerciaux. Mais quand on était dans les charters avec l'équipe, on payait quand même. RDS payait. C'était pas gratuit. Là, donc, mais Bob Gainey trouvait que c'était une distraction. Puis il y a des collègues, des fois, qui s'en servaient aussi de ce qu'on voyait. Là, après la défaite, ça joue aux cartes aussi ou ça. Fait que depuis ce temps-là, on voyage commercial. Puis c'est correct parce que ça nous permet d'arriver dans la ville la veille, comme l'équipe, mais plus tôt. Donc, des fois, on va faire des reportages. Si on arrive à Boston, par exemple, au lieu d'arriver à 5 h, 17 h comme le Canadien, on va arriver à 10 h le matin, aller à l'entraînement des Bruins, aller voir Patrice Bergeron, avoir de quoi le mercredi. Puis le jeudi, on fait la couverture du match, puis on vient le vendredi. Donc, puis l'autre affaire, c'est qu'on fait une coupe de points aéroplan. Ça, c'est pas négligeable. Mais ça vient, tu sais, puis on va revenir justement à le day-to-day, puis ça, quand vous êtes sur le terrain, mais ça part de où, cette passion-là, ou ton envie d'être dans les médias, puis t'étais-tu un kid qui posait des questions, ou tu sais, t'étais-tu intéressé à... Ça vient de où, tu sais? J'ai toujours trippé sur le sport, mais à part le golf, que j'étais un peu bon à l'adolescence, là, je ne suis pas un bon sportif. Puis j'ai jamais rêvé de faire une carrière au hockey. Là. À chaque année au hockey mineur, j'avais la médaille saut du joueur le plus amélioré. Et quand tu l'as à chaque année, c'est parce que tu pars de loin, tu sais. Ouais, je l'ai eu, moi aussi. Là. Celle-là avec le tigre, SO, la joueur le plus amélioré. Hey, je pense même qu'ils me l'ont donné ma première année avec le Canadien. Ouais, Guillaume, il avait le meilleur esprit sportif. Gentilhomme. Mais c'est ça. Puis au secondaire, il y avait une radio étudiante puis un journal scolaire. Fait que j'ai embarqué là-dedans, puis j'ai eu la piqûre tout de suite. Je suis allé étudier à Jonquière, puis je me suis tout le temps impliqué bénévolement. C'est le conseil que je donne aux kids, ou quand il y en a qui me disent, Luc, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire peut-être pour arriver à RDS? Je leur dis, gênez-vous pas pour faire du bénévolat. Tu sais, radio étudiante, journal étudiant. Après ça, ils ont eu besoin de quelqu'un à télé communautaire à Shawinigan pour décrire les matchs des Cataractes. J'étais atroce. Mais vu que j'étais dans l'audiovisuel à l'école, le gars en charge connaissait du monde. Ils ont pris le commis qui a levé la main pour aller faire ça bénévole le vendredi soir. Je tripais mes raids. Je suis arrivé à Jonquière au cégep. J'ai été relationniste du club Midget 3A. Puis là, je me suis fait connaître là-bas. J'ai été annoncé à la Maison des Sacs ma dernière année à Jonquière. Mais je ne voulais pas être dans le sport. Je voulais juste être un bon journaliste. Puis quand j'ai fini mon cégep, j'étais dans une émission d'affaires publiques qui s'appelle Caméra 88, puis 89, puis 90. Puis RDS a ouvert en 89. J'ai envoyé 2 ou 3 fois mon CV, je n'ai jamais eu de nouvelles. Même pas un retour de courrier. Puis rendu au mois de novembre, j'ai fait, ben là, ça va faire. Je regardais ça depuis 2 mois, puis je me disais, il me semble que je serais bon, tu sais, en toute humilité. Puis je n'étais pas bon, là. Fait que je suis allé, j'ai cogné, puis je me suis présenté. J'ai eu un rendez-vous avec Jacques Barrette, qui était l'adjoint du boss. J'ai fait un reportage à la Pige. Ils l'ont passé le soir même, le lendemain, non, le soir même. Je l'ai fait un autre la semaine d'après, puis ainsi de suite. Puis j'ai lâché ma job, qui à RDS m'a offert 40 heures par semaine. Puis là, je baissais sincèrement le salaire. Là. Quand ils m'ont dit en 90, on te donne 40 heures par semaine, 12 heures le samedi, 12 heures le dimanche, plus 2 autres quarts de travail la semaine, 10 piastres de l'heure. Mais j'ai dit, c'est pas grave, c'est ça que je veux faire. Là, ma blonde, on avait un appartement à payer, puis tout. Elle a dit, ben là, c'est pas grave, on va s'arranger. Puis depuis ça, non, c'est important ma question. Guillaume, arrête de niaiser. Parce que j'ai entendu courrier au lieu de courriel. C'était en quelle année, là? 89. Tu retardes le groupe, là, essaie de suivre. J'avais donné l'année. Tu ne feras pas ça pendant la prochaine heure, là. Mais, Luc, tu vois, Luc, c'est ça. Regarde-moi ma question, c'était quoi? Luc, tu as dit tantôt que tu étais animateur tu n'annonçais pas les buts au Saguenay, là. Oui. Ça ressemble à quoi, Luc Gélina, qui m'annonce un but? Et puis le pire, là, c'est que, tu sais, moi, j'avais arbitré au hockey mineur. Des fois, je n'attendais même pas qu'il me communique en haut. Puis je m'étais fait chicaner. Tu sais, quand le ref, il arrive, là, puis il fait ça comme ça, là. Fait que là, moi, j'arrivais, je les annonçais sans demander, là, tu sais, là. Un peu comme dans l'ancien compte, le but vient d'être scoré, puis il annonce le but, là. Ouais, c'est vrai, j'appelais ça. T'as pogné ça de Régent Tremblay. J'annonçais pour les Sags, mais je prenais pour les Cataractes. Tu sais, j'étais allé à l'école avec Stéphane Lebeau, puis c'était un body, puis tu sais, mon idole de hockey junior, c'était Patrice Lefebvre de Shawinigan, puis le coach Jacques Grégoire, qui coachait Shawinigan, ben, il me faisait contacter à Jonquière. Il n'y avait pas de scout, les gars, dans ce temps-là, il n'y avait pas de vidéo.
Fait que moi, les 2 games avant que Shawinigan aille jouer à Chicoutimi, je prenais les trios, je prenais les power play, les désavantages numériques, ben comme faut en note, puis je donnais ça. Ben, voyons donc. C'est carré, ça. Le recruteur dans la cabine pour l'autre équipe, j'aime ça. C'est des beaux souvenirs. Après ça, RDS t'engage, puis là, t'es 40 heures semaine. C'est quand la première fois qu'ils disent, bon, ben, tu rentres dans le vestiaire, tu t'en vas faire un topo, tu rentres dans le vestiaire du Canadien, le feeling. Ouais, c'est avant. La première affaire, je leur ai proposé un reportage sur une dame qui faisait des triathlons. Elle avait à peu près 60 ans, puis elle venait de se perdre en main, elle n'avait jamais fait de sport. Puis la semaine après, je leur ai proposé un reportage pour mettre en banque, ce qu'on appelle un feature sur le Canadien. Puis à ma grande surprise, ils ont dit, ben oui, parce que le gars qui couvrait le Canadien à l'époque, il était tellement occupé à faire sa couverture du jour qu'à faire d'autres genres de reportages, il n'y avait pas le temps. Donc, je suis allé la première fois en novembre 89, puis j'avais tellement hâte de rentrer dans le vestiaire. Puis, je suis rentré, j'ai fait ma job, puis je ne l'ai pas apprécié parce que j'étais trop focus pour ne pas me planter, tu sais. Puis la deuxième fois, pareil. C'était la troisième fois là, que j'ai fait comme bon, OK, il faut que je regarde, ça a l'air de quoi, là, ce vestiaire-là, c'est quelque chose. T'sais. Puis, tu sais, j'ai été chanceux parce que je n'étais pas tellement bon, je pense. Je ne dis pas que je le suis aujourd'hui, là, mais quand RDS a commencé, c'était pas la même structure qu'aujourd'hui. Là. Tu commençais, puis il n'y a personne qui allait te voir avec des notes, puis qui disait bon, ben voici ton reportage, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. Tu t'en allais en direct, puis bon, ben vas-y, mon chum, puis. Là, maintenant, les jeunes qui arrivent sont drôlement encadrés. Puis avant de faire du reportage, ils commencent dans la salle des nouvelles, ils font de la rédaction, ils bâtissent des textes, ils vont faire des petits reportages. Puis ils peuvent après se ramasser sur des gros beats 3-4 ans plus tard, ce qui est un processus normal qu'on n'avait pas dans le temps. Là, on se donnait une tape dans le dos, puis oh, vas-y, ça va bien aller. Mais tu sais, là, qu'on dirait que en tout cas, moi, j'ai toujours eu tellement de respect pour toi dans tes questions. Puis tu es toujours respectueux. Tu ne mets jamais, on dirait que les joueurs n'ont pas de pression quand ils te parlent. Puis on dirait que tu parles à ton body avec un micro. Puis tout ça. As-tu un code en dedans de toi-même que tu dis, moi, je ne pose pas ces questions-là, ou après une défaite, après une victoire? As-tu un plan de match de ce côté-là? Bien, les questions, donc, on sait les réponses. Tu sais, comme c'est arrivé souvent avec Piquet Sauban puis Michel Therrien. Puis là, avec les médias sociaux, les gens peuvent nous écrire directement. Demandez donc à Michel Therrien j'ai un bon exemple. Comment se fait que Will, il joue à l'avantage numérique? Parlez-en donc au coach, ça n'a pas de bon sens, puis vous ne posez pas les vraies questions. On n'a pas besoin de demander à Claude Julien pourquoi Will il joue en avantage numérique. Il utilise 2 défenseurs, un sur chaque unité. Il reste 8 attaquants. 4 plus 4, ça fait 8. Todd Dano, qui joue en désavantage numérique avec les Conan. Puis après ça, tu as 2 autres gars, puis oui, il est là. Quand même que tout le Québec m'envoie la question sur Twitter, on n'a pas besoin d'y demander. C'est la logique même. Il joue sur le power play parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc ça, ces questions-là, je ne les pose pas au coach parce que, c'est le challenger sur des évidences. Puis tu l'expliques aux gens qui t'écrivent sur Twitter, mais les gens, ils ne voient pas toujours ta réponse. Donc, à tous les 2 matchs qui jouent sur l'avantage numérique, tu reçois plein de questions sur Twitter, tu réponds poliment, puis là, tu te fais challenger. Bien, c'est ça, vous ne les posez pas les questions au coach. Mais tu sais, on n'a pas besoin de les poser. Est-ce que ça vaut la peine de répondre tout le temps? J'essaie de répondre aux gens, oui, tout le temps, même les cabochons. Quand ils sacrent ou qu'ils dénigrent un collègue, là, j'ai barre. Okay. C'est pas compliqué, là, tu sais, comme dans le temps, Benoît Brunet, là, je recevais des commentaires, là, c'était tellement pas gentil. C'était triste, ça. Je ne m'ostinais pas, j'ai barré. Mais quand les gens, ils ne comprennent pas quelque chose, quand c'est pas de l'acharnement, je prends tout le temps la peine de répondre. Puis, quand ils sont trop vilains, je leur réponds poliment. Puis là, après, ils chicanent entre eux autres, puis je m'en occupe plus. C'est une bonne stratégie, ça. Puis là, justement, là, tu t'en vas dans le vestiaire, tu poses une question ou whatever, mais les gars, une grosse défaite ou le gars, ça va pas bien. Toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à toi, tu sais? Ça paraît que tu veux faire bien paraître le gars, puis j'aimerais ça savoir ton game plan. Là. Ben, le game plan, c'est d'y aller vraiment jamais mettant l'accent sur l'individu. Tu sais, bon. Puis les gars, vous le savez quand vous avez mal joué collectivement, tu sais, quand vous êtes tout croche, là. Puis au début des années 2000, Stéphane Quintal, il m'avait aidé avec ça. Le Canadien était en fond de classement. C'est pas, je ne suis pas sûr de l'année. Puis un match à Vancouver, Montréal mange une volée, là, un 6-1.
Puis là, je descends dans le vestiaire. Je suis avec Christian Champagne, mon caméraman. Et là, ce que je ne calcule pas, c'est qu'à l'époque, il n'y a que RDS de télévision. Puis, il n'y a pas de web. Donc, qui reste? Mes chums de la presse écrite. Mais là, eux autres, ils ont le deadline. Là. Quand la game a fini à 10 h, il est 1 h du matin à Montréal. Ça joue du laptop pas mal intensément. Donc, quand le vestiaire rouvre, sur le coup, je n'y pense pas, mais je suis tout seul. Donc, je rentre, là, solide, avec plein de confiance. Puis là, les 20 joueurs sont de même. Michel Therrien, il a dit, vous avez été pourris, vous allez attendre toute la gang, un après l'autre. Je me souviens, j'ai figé, là. Là, tu as les 20 joueurs qui te regardent, tu es tout seul. Fait que là, j'étais quasiment rendu au milieu du vestiaire. J'avais mon élan, moi, là. Fait que là, j'ai reculé. J'ai pogné les 3 premiers sur le bord. Je me souviens, il y avait PJ Stock qui était le premier. J'ai pris PJ. Puis 2 autres, je me souviens pas qui. Puis après, on a fait Michel Therrien. Puis le lendemain matin, Stéphane Quintal, il est venu à l'hôtel. Puis il m'a dit là que j'ai vu ta face hier. Tu as vraiment figé. Là. Sois jamais mal. On le sait quand on est pourri. Là. Puis on va te répondre aux questions. Puis vous le savez, vous autres même. T'sais. Donc, c'est juste de ne pas poser des questions qui mettent quelqu'un sur le spot pour le faire mal paraître. Puis des fois, ça arrive qu'il y en a qui réagissent mal. Ça arrivait souvent avec Michel Therrien. Poser des questions de base. Là, on ne demande pas la recette de la bombe atomique, nous autres. Là. Puis lui, après les défaites, c'est dans lui, il y a un caractère bouillant. Ouais. Mais la plupart du temps, on a rarement des problèmes. On avait un peu avec Max Domi, beaucoup pas mal, mais là, il n'est plus là. Mais à quel point c'est dur, justement, pour les médias quand un gars, ça ne tente pas, puis tu le sais? Quand un gars, ça ne tente pas, là, ben, il ne vient pas. T'sais, David Dernay, il est déjà arrivé une fois après un match, un samedi soir. Il arrive, puis là, il fait... Je disais, hey, ça n'a pas l'air à te tenter, David. Je dis, non, je ne voulais pas venir. C'est Dominique Saillant qui m'a obligé à venir, puis tu voulais me parler. Je dis, ça ne te tente pas de me parler? Va-t'en, David. Puis il est parti. Je n'ai jamais posé de questions. T'es sérieux? Oui. Il n'y a pas de trouble. On ne chicaneras pas. Si tu ne veux pas venir me parler, là, viens pas me parler. Là. Mais, tu sais, ça, c'est Luc Gélina aujourd'hui à 50. Là, je vais avoir 53 la semaine prochaine. Mais quand j'ai commencé, je n'étais pas intelligent. Là. Je me souviens au forum. C'était un dimanche. Puis Patrice Brisebois, le Breezer, il donne des entrevues avec les gars de la presse écrite. Ils sont 2-3 d'un coin. Puis comment ils sont positionnés, je ne peux pas arriver avec mon caméraman. Là. C'était tout petit le vestiaire au forum. Puis là, quand il a fini, je disais, hey, Breezer, 2-3 questions, s'il vous plaît, vite fait. Puis là, il me dit, là, je ne suis pas habillé pour la TV, je ne suis pas rasé, je ne te parle pas aujourd'hui, une autre fois. Dans le fond, là, c'est pas grave. Ouais. J'aurais dû insister s'il y a de quoi. Mais un jeune cabochon, arrogant, qui commence, qui veut faire sa place, j'ai terminé mon reportage, un peu, on va te le faire pour de vrai. Terminé en disant... je suis pas fier. Je suis pas fier, mais je l'ai fait. Là. J'ai terminé en disant... Et en terminant, il était impossible de recueillir les commentaires de Patrice Brisebois qui a réservé ses impressions aux collègues de la presse écrite ne se trouvant pas assez bien habillés pour la télévision. Luc Gélina au forum. Là, le lendemain, Donald Beauchamp, le boss des communications, vient me voir. Là, il n'était pas content. Puis là, Breezer n'était pas content. Là, hey, regarde, t'avais rien qu'à me parler. C'est pas correct. J'ai pas fait ça correctement. C'est pas de même, ça marche la vie. Mais tu sais, quand tu commences, tu as 23, 24 ans, mais, 25 ans, j'ai commencé jeune. Tu ne veux pas te laisser piler ses pieds. Puis c'était pas ma meilleure, celle-là. Puis c'était pas. Ben, j'adore ça. Mais c'est l'expérience. C'est comme les joueurs aussi. C'est la même affaire. Là. J'adore ça. Ouais. Puis à quel point, Luc, dans la compétition, on parle de. Là, tu voulais faire ta place. C'est évident, tu étais un jeune. Puis tout, mais la compétition dans le monde des médias, c'est quand même pas facile non plus. Là. Non, c'est pas si pire. Honnêtement, les gens ils pensent ça, là, mais on est vraiment une belle gang. Puis, dans la pandémie, ce qui me manque le plus, là, c'est mes chums du beat. Parce que le Canadien joue le jeudi à Boston. On arrive le mercredi. On va souper. Là, on finit de souper, il est 9h30, 10h. Là, on marche dans la ville, peu importe la ville. Là, on entend un peu de musique. Puis souvent, on fait nos recherches, tu sais, live band. On aime ça aller écouter de la musique. On prend une petite bière. À minuit, sans blague, on fait bien des blagues, mais on rentre de bonne heure à l'hôtel. Tu sais, ça coûte cher de nous envoyer sur la route. Il faut être en forme le lendemain matin, même si on ne joue pas. Des fois, on fait du karaoké. On a une belle gang, tu sais.
Puis on se dépend entre nous autres. C'est qui le meilleur chanteur de karaoké? Jonathan Bernier, Richard Labbé, c'est 2 machines. Oh. Joe Byrne, il chante du Pearl Jam. Joe Byrne, il est de party, il est le fun. Là. C'est un bon Jack. C'est plate parce que mes meilleures histoires sont avec Joe Byrne, mais je ne peux pas y compter. Non, il va y compter lui-même. Il va y compter lui-même, Guy. Fais juste être sûr de prendre en note qu'il chante bien, parce que ça, j'aime ça. Bernier, il chante très bien. Richard Labbé, c'est une machine aussi. Pat Friolet, il était écœurant. Il chante le band des fois, mais on ne voyage jamais ensemble. On dirait Richard Labbé, je le vois juste en crooner. Labbé, non. Labbé, il chante du Queen. Puis Jonathan Bernier, du Pearl Jam, pas mal. Un soir en Caroline, j'étais avec Christian Champagne, on va manger juste à côté de l'hôtel. Puis c'est un sports bar pour écouter des games de hockey. On arrive là, nous autres, puis il est 8 heures. On est juste nous deux. Puis il y a du karaoké, justement. Fait que là, on se texte, puis les gars arrivent. Puis là, cette fois-là, on était à pied, tu sais, c'était pas trop pire. Fait que là, on avait peut-être 3-4 de prix, puis eux autres aussi. Il y a genre 20 personnes dans le bar. Puis là, les deux, ils se mettent à chanter, mais en duo, un après l'autre. Là. Le monde, ça les applaudissait. Ça a fini. Richard Labbé, debout sur les petites tablettes là, avec des petits tabourets. Là, c'est des tables un peu plus hautes. Ça a fini debout là-dessus. Thank you very much. Raleigh, you've been a good crowd. Ben non! C'est magique. Oh, ouais. Mais toi, Guillaume, tu vas me permettre une question. Ben, c'est toi, c'est toi le professionnel là-dedans. Ouais. Quand même, des rumeurs qui circulent, que tu aurais même, toi aussi, déjà chanté, notamment à la Petite Grenouille à Nashville. Qu'en est-il? Hey, Chris. Hey, ça, j'ai eu un méchant party à Nashville. Mais tu me fais penser, on s'en va. Ça, c'est drôle parce que avec les anciens Canadiens, on se retrouve à Fogo Island. Fais tes recherches sur Google, c'est loin en Tipper. Tu prends un bateau, tu es en traversier, en tout cas. T'es pas plus loin que tu peux être. Puis là, toute la ville est là. Il y a comme un petit bar, il y a 500 personnes, peu importe. Tout le monde est là. Puis là, j'étais avec Marc-André Bergeron, puis Bergie est capable d'être épais aussi. Là, ouais, Thunder, va chanter, tu sais. Fait que là, moi, Bergie, Pierre Dagenet, s'en va sur le micro en avant. Il y avait un band, commence à chanter, puis justement, tu sais, là, le monde, ils commencent à comprendre qui chante, puis ils sont comme, Chris, ils sont bons. Puis là, j'ai fait mon Richard Labbé, tu sais. Thank you very much, Fogo Island. Rockstar. Le monde avait payé 40$ le billet, mais ouais, chanter ma tune. Tu sais, mais oui, j'aime ça. J'aime ça. Quand 5 bières, je ne vais pas. 6, je commence à chanter le refrain. Puis 7, je te fais la tune. Puis tu veux il chante bien. Honnêtement, Luc Guillaume chante bien. Max aussi, hein? Max, non, ça, c'est pas vrai. Il essaie toujours de faire ça parce qu'il sait que je déteste chanter. Il veut me faire chanter, je chante pas bien. Arrête de Dieu existe, tu l'as comme personne. Ah, il est-tu fatiguant? Hey, là, Luc, tu parlais de Raleigh. Tu as été pris en Caroline dans la tempête du siècle. J'ai été pris une couple de fois dans des tempêtes, mais en 2000, avec le Canadien, c'était tranquille. Là, on jouait Raleigh le mardi, puis Boston le vendredi. Un petit voyage de routine, j'étais avec Paul Buisson. Puis on rentre à l'aréna le mardi à 4 heures. Il fait beau. Il n'y avait pas le web comme maintenant, mais il n'y avait rien, aucun bulletin météo qui disait qu'il y allait avoir une tempête. Puis en sortant, à 11h moins quart, 10h30, les gros flocons, le plein ciel. Là, il y avait de la neige. Puis à mi-chemin vers l'aéroport, puis c'est pas loin l'aéroport en partant de l'aréna à Raleigh. Là, il neige, c'est la folie. Là, les arbres, ça tombe, les fils électriques, ça tout pète. Là, on se dit, nous autres, on ne décollera pas, c'est impossible. Là. On s'en va quand même à l'aéroport. Il y a l'autobus des médias puis l'autobus des joueurs. Puis là, nous autres, on se parle. Bon, c'est impossible. No way qu'on décolle à soir. On rentre dans l'avion. Puis là, le Canadien, il faut que ça décolle. Hein. Il faut que ça décolle. Il n'y a plus de chambre d'hôtel où on est. Puis les Coyotes de Phoenix, c'était le Phoenix à l'époque, ils ont pris nos chambres parce qu'ils jouent le lendemain. Puis là, il faut aller à Boston. 90 minutes assis dans l'avion à se dire c'est impossible qu'on décolle, c'est impossible qu'on décolle. Puis une des raisons pourquoi on est resté si longtemps, c'est que Michel Lapointe du Canadien a cherché un hôtel. On s'est ramassé sur le campus de l'Université North Carolina. Puis de l'aéroport à l'université, Pierre Maguire, qui est à NBC maintenant, il faisait la radio pour les Anglais ici à Montréal. Pendant à peu près un demi-kilomètre, il était obligé de débarquer d'autobus
On était l'autobus des médias en avant, l'autobus des joueurs en arrière. On ne voyait plus rien. On ne voyait pas le chemin. On est arrivé là-bas, sans blague, il était comme 4 heures du matin. Puis le lendemain, le mercredi, là, on a un reportage à faire. Le reportage, c'est sur le Canadien qui est pris d'une tempête à Raleigh. Je me souviens, Alain Vigneault, il fume des gros cigares puis il lance des bottes de neige avec les manches au loin. Ça fait de la belle TV. Mais nous autres, là, à l'époque, il faut envoyer ça par satellite. Appel des taxis, rien à faire. On est sur un campus universitaire. Pas câble, le gars. Pas des kids avec des Jeeps. Il n'y a personne qui a des pneus d'hiver. Ils ont tous les tailleurs d'été là-bas. Pas moyen d'aller porter notre cassette. Puis là, mon boss il a réservé la station de télé, le lien satellite à 5 heures, mettons, pour le bulletin de nouvelles à 6 heures. Là, à 4 heures, Paul Buisson, il dit il y a 2 autobus quand même de parquer ici. Là. Bon, on ne bouge pas d'ici. Là. Si tu allais voir le chauffeur d'autobus, il offrait du cash. Fait que là, je calcule, je compte mon argent, il me restait 200$ cash dans mes poches. Je vais voir le chauffeur d'autobus. Je dis, vous, là, pour 200$ cash, là, je vous le donne tout de suite. Ça vous tente d'aller revenir en ville, aller-retour, vous m'attendez une demi-heure, puis on revient. Fait qu'on est parti avec l'autobus du Canadien. Moi, puis Paul. Puis là, il y a des autos partout. Là. On se promène à travers les autos. De manière, il faut prendre une sortie d'autoroute. Il n'y a pas de place. Tout est barré parce qu'il y a des voitures empilées. On est allé plus loin, on est revenu. On a envoyé notre reportage. Puis quand on est revenu, Alain Vigneault n'était pas content. Parce que là, moi, j'avais pris pour acquis que le chauffeur d'autobus avait demandé la permission. Il n'avait pas dit. Fait que là, il dit, autres, on n'a plus d'autobus. Puis là, s'il se passe de quoi, il faut partir. On ne part pas. Fait que là, mais Alain, c'est pas pire, il était déjà dans le Grand Marnier, fait qu'il était de bonne humeur. Fait que, non, mais Alain, c'est vrai, Alain, c'était quand il coachait, il prenait un petit verre de Grand Marnier avec nous autres la veille des matchs. C'est le seul coach. Pas 10-12, là. Il prenait un petit verre de Grand Marnier, on ne jasait pas d'hockey. C'était vraiment le fun. Puis le lendemain, le jeudi, on est resté à l'hôtel, il n'y a pas eu de reportage. Puis le vendredi, c'est l'avion privé des Rangers de New York qui est venu nous chercher, parce que l'avion du Canadien est encore pogné en neige sur la piste. Puis Montréal n'a pas joué la partie à Boston. Elle a été remise à la toute fin du calendrier. Ah ouais, Kim, wow. C'est carré, ça. Ouais. Tu parles souvent d'un gars qui a marqué, je pense, l'imaginaire, pareil, là, qui a changé la façon de faire la TV au Québec. C'est Paul Buisson. C'était comment de travailler avec cet homme-là? Puis... c'était magique. Ouais, hein? C'était magique. Pour l'aspect travail, des fois, il fallait le ramener à l'ordre parce que Paul... Tout est beau, tout est le fun. Tu sais, Paul, là, il faut y aller. On a ci, on a ça. Mais tu sais, il était tellement gentil. C'est une bonne personne. Puis Paul, il a changé un petit peu ma façon, tu sais, de voir la vie. Tu sais, des fois, il me tapait ses nerfs. Là, tu sais, parce qu'on ne pouvait pas être dans la chambre d'hôtel à 9 h. Puis on ne pouvait pas avoir une journée de congé à l'autre gym. Bien sûr, pas Paul, là, mais tu sais, il fallait faire de quoi. Tu sais, maintenant, on est à Buffalo. Puis là, il me dit, garde, je vais payer une limousine. Je la paye, la limousine. On va aller à Niagara Falls dans les casinos. Non, on n'y va pas. Il fallait tout le temps faire quelque chose avec Paul. Puis imagine, le web n'existait pas dans ce temps-là. Fait que lui, là, c'est un musicien, c'est tout un drummer, Paul. Fait que là, lui, quand on se trouvait un bar, qui avait de la musique, qu'on pouvait aller manger peut-être, pour écouter un band en même temps, dans le temps, en 97, 98, il fallait faire le tour de la ville à pied. Là. Puis là, y a-tu un band ici à soir, et ainsi de suite. Puis Paul, il persévérait. Il fallait tout le temps faire quelque chose. Il mordait dans la vie complètement, tout le temps. Jamais ses breaks. Wow. Tu parles justement de 97, Luc, là, qu'est-ce qui a changé le plus pour toi dans la game? Tu sais, la façon d'interagir avec les joueurs, puis tout ça, de 2 époques, même 3 époques différentes. Là, y a-tu une affaire que tu t'ennuies, mettons, des anciennes années, puis une affaire que tu veux garder des nouvelles années de la nouvelle génération? Oui. Ce qui est le plus regrettable, c'est le cas des équipes canadiennes. Puis, tu sais, les gens pensent que Montréal, là, oui, Montréal, il y a beaucoup de monde, mais à Toronto, à Calgary, à Edmonton, là, il y en a du monde. À Sapristi, à Vancouver aussi, il y en a énormément. Donc, avec les sites web, avec les nouveaux postes de télévision, il y a beaucoup, beaucoup plus de journalistes qu'avant. Puis là, il y a beaucoup d'émissions qui commentent. Fait que, tu sais, des fois, RDS, là, on peut être 7-8, là, un match au Centre Bell, à l'entraînement ou pendant la partie. Mais dans les années 97 puis début 2000, quand on rentrait dans le vestiaire, on était 10-12. Puis, tu sais, les joueurs étaient là, ils étaient disponibles. On pouvait jaser. Il y avait beaucoup plus de Québécois également. Donc, tu sais, on avait des relations intéressantes. Ça, maintenant, c'est impossible. Premièrement, il n'y a pas de Québécois avec les Canadiens. Puis
c'est clair que ça fait leur affaire, sincèrement. Donc, ces relations-là, maintenant, on les a avec les joueurs des autres équipes. Quand le Canadien est éliminé ou quand le Canadien ne fait pas les séries, c'est là que c'est le plus fun d'être dans des vestiaires. Parce qu'on arrive à Tampa, mettons, puis on fait toute une ronde du Lightning. Bon, ben là, il y a Gould, il y a Paquette, il y a Killorn. Là, ces gars-là, on jase avec eux autres, puis on peut parler de plein d'affaires. On peut avoir une relation humaine. Sinon, avec le Canadien, c'est purement juste business. Le gars, il n'est pas dans le vestiaire, il est dans l'antichambre en arrière, il arrive, on est déjà placé devant son casier, les caméras roulent, il arrive, il s'installe, on pose nos questions, il repart tout de suite, ou à peu près. Donc, en série, puis c'est pareil avec tous les clubs, tu sais, à Vegas, là, tu t'installes puis tu jases pendant 15-20 minutes avec Flower. J'ai déjà, avec Raphaël Denomé, mon caméraman, on a couvert beaucoup de séries des Pingouins parce qu'il allait loin. Puis là, tu sais, dans le temps, tu avais Le Temps, Dupuis, tu avais Flower qui était là aussi, Lara, Cardévoix. C'est déjà arrivé qu'on jasait avec les gars, qu'on ne parlait plus de hockey, puis que le relationniste a tout simplement fermé le vestiaire en disant aux gars, mais là, quand vous avez fini avec vos chums du Québec, mais là, vous leur direz qu'ils partent. Puis là, on restait 15-20 minutes à jaser de choses et d'autres, de leur tournoi de golf qui s'en venait, de leurs enfants, de leur auto, de n'importe quoi. Mais tu crois ça n'existe pas à Montréal. Ça ne pourra jamais exister. À cause du marché ou est-ce que tu crois que c'est impossible? À cause du marché, c'est impossible. Il y a trop de monde. C'est impossible à cause du marché, exact. Hein? On est 40. Fait que là, moi, si je joue, là, je ne veux pas être là. Je ne blâme pas le Canadien et je ne blâme pas le joueur. Exact. Tu sais, quand tu arrives quelque part et qu'il y a 40 personnes qui veulent te parler, là, c'est pas le fun. On est beaucoup. On est très, très nombreux. Là. C'est pas le Canadien que je blâme. Là. Si c'est possible sur la route, c'est parce que tu arrives à Columbus, ils sont 4 journalistes, puis on arrive, nous autres, on est 8 du Québec. Déjà, on tombe en avantage numérique. Ouais, c'est vrai, pareil, même sur la route. Ouais. Hey, Luc, il y a Francis qui nous demande sur le chat, il dit ton moment le plus émotif. C'est bon. Ou ce que tu as vécu le plus d'émotions. Ben, dans le fond, c'est le moment le plus émotif. Ou ce que tu as vécu le plus d'émotions. Le plus d'émotions, c'est vrai. Les moments les plus émotifs dans le sport, c'est avec mes 3 enfants. Puis ça, c'est bon pour tous les pères de famille. Mais le moment le plus émotif, je pense que les gens vont être étonnés, mais j'en ai couvert des belles affaires, là, puis vraiment le fun. Mais en 2008, mon patron de l'époque, Louis-Philippe Neveu, qui est boss à TVA aujourd'hui, TVA Sport, il m'envoie à Brantford, en Ontario, pour faire un reportage sur l'héritage laissé par Wayne Gretzky. Et sincèrement, là, ça ne me tente pas d'y aller. J'y vais parce que je suis un bon employé, puis regarde, tu veux, j'aille là, boss, je vais y aller. Fait que là, il m'avait cédulé une entrevue avec le maire. Au Boston Pizza, il y avait plein de chandails de Wayne. Puis on allait à l'Arena. Puis il m'avait aussi booké, le recherchiste, je ne me souviens plus c'était qui à l'époque, une entrevue avec Walter, le père de Wayne. Puis lui, il est venu nous rejoindre au Boston Pizza parce qu'il ne conduit pas. Il avait fait un ACV ou un AVC, puis il ne peut pas conduire. Fait qu'il vient nous rejoindre au Boston Pizza, il dîne avec nous autres, on va faire l'entrevue avec le maire. Puis tout le monde connaît Walter, puis il est fin. On fait l'entrevue principale avec lui à l'Arena. Puis là, il nous demande de le ramener chez lui. C'est sûr qu'on ne le mettra pas dans un taxi. Puis en le ramenant chez lui, on avait oublié de lui ôter son petit micro-cravate. Donc, dans le portique, on l'accompagne pour ôter le micro-cravate. Puis là, je réalise que moi, je pensais qu'il restait peut-être dans un condo ou un HLM, mais là, c'est la maison où Wayne a grandi. Puis là, il y a plein de photos sur les murs, puis des cadres, puis... Fait que là, je pousse ma note, je dis, Monsieur Gretzky, ça vous dérange si on file 2 minutes, juste un peu, pour montrer que vous êtes chez vous, là, on est dans la maison, on ne voit pas l'adresse. Juste vous dans la maison, je vais dire que c'est la maison familiale, puis... Fait que là, il dit, ben oui, rentrez. Moi, là, je jubile. J'ai hâte de voir en arrière, si on se rend jusque-là, était où la patinoire qu'on voyait tout le temps de Wayne en noir et blanc quand il a commencé à patiner. Fait que là, moi puis le caméraman, c'est un gars de Toronto qu'on avait engagé. On le suit. Puis là, il nous raconte toute l'histoire. Puis là, il y a une immense verrière. Puis il dit ça, c'est Wayne qui a donné ça en cadeau à sa mère. Bien, avant, c'était ici la patinoire, mais là, on a fait une verrière. Puis là, on le suit. Puis il nous montre des photos. Puis il y a des escaliers pour monter au 2e étage dans le fond de la cuisine. Des petits escaliers avec une petite porte. Puis là, il regarde la caméra puis il dit « Mais c'est pas ça les gars que vous voulez voir, suivez-moi. » Puis il rouvre la petite porte en dessous des escaliers puis ça descend vers le sous-sol. Et dans le sous-sol, j'en ai des frissons, là, il y a
tout ce que Wayne Gretzky a gagné dans sa vie. Des petites médailles en athlétisme, des petits trophées baseball à 8 ans, à 10 ans, des chandails de Team Canada, de match des étoiles avec les Kings, avec les Blues, avec les Oilers. Il y a tout. Tout est là. C'est répliques de Coupe Stanley, c'est répliques de Conn Smythe, de Art Ross. Tout est là. Bâton du 500e but. Rondelle, 50 buts en 39 matchs. Là, après ça, il y a des bâtons de Raymond Bourque, de Paul Coffey, de Brian Leach. Tout est là. C'est la caverne d'Ali Baba. Ça, j'ai tellement trippé. Parce que, tu sais, le but, le Golden Goal de Crosby en 2010 à Vancouver, c'est extraordinaire. Mais tout le monde l'a vu. Puis tu pouvais être là, tu avais qu'à acheter des billets. Oui, ils sont chers, mais tu peux les acheter. Ça, le sous-sol à Walter, tu peux pas l'acheter. Quand tu sors de la maison, tu fais quoi? C'est incroyable. T'appelles-tu ton boss pour lui dire, le gros, tu vas capoter, ou t'appelles ta femme pour dire, tabarnak, t'as-tu vu? Je capotais, puis il est tellement fin. Là, je suis revenu le soir même, puis il faisait pas beau. Moi, je suis bon dans les tempêtes. Le lendemain matin, à 9 h, je m'en allais à RDS avec mes cassettes. Le téléphone sonne, c'est Walter Gretzky. Il m'appelait juste pour savoir si mon retour avait bien été, parce que quand j'étais parti la veille, il neigeait, puis peut-être que j'allais avoir du retard dans mon vol. C'est sérieux? C'est extraordinaire, ce monsieur-là. Walter Gretzky, c'est tout un monsieur. Qu'est-ce qui semblait, Luc, être la pièce là, qui était le plus importante, justement, pour Walter Gretzky? Je ne sais pas pour Walter. Walter, lui, était comme, tu sais, il était dans son sous-sol, c'était gosse à son fils. C'est juste ça, là. Puis toi, qu'est-ce qui t'a impressionné? Y a-tu quelque chose que t'as... Je n'en revenais pas. J'ai dit à Walter, comment ça fait que c'est pour le match des étoiles? C'est pas au temps de la renommée. Puis il me dit, il y en a. Puis des fois, ils viennent me voir, puis on fait des échanges, il y a des rotations. J'ai dit, tout est là. Tout. Puis je l'avais reparlé à Wayne après, qu'il coachait en Arizona. Après un entraînement, j'avais pris 5-6 minutes avec pour lui dire ça. Puis il riait au bout. Là, il disait, non, j'ai rien chez nous. Là. C'est tout mon père qui a tout ça. Là. C'est tout chez nous. Là. C'est tout à Brentford. Ça, c'était écœurant, ça. Et là, t'en as vécu des moments de même dans ta carrière, par exemple, parce qu'on regardait ton résumé, là, Luc, là, tu pourrais nous conter des histoires pendant 10 heures, là, on s'entend. T'as été avec l'ancien propriétaire du Canadien, là, M. Gillette, George Gillette. T'as été à Liverpool, passé une semaine avec, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, ça, c'était cool. Mon patron, Dominique Vanelli, me demande si ça me tente d'aller passer 5 jours à Liverpool avec George Gillette et revenir avec lui dans son jet privé. Wow. OK. Pour faire 2 reportages sur M. Gillette. Et là, sans blague, je lui dis, je pense que c'est big, hein, le FC Liverpool. Pourquoi tu n'envoies pas un gars de soccer? Non, si t'es chum avec M. Gillette, tu t'entends bien avec, je veux que ce soit toi qui aille. Fait que je suis allé là avec Raphaël Denomé, caméraman, qui lui a joué au soccer 3, qui est un bon athlète. Ben, moins là. Ouais, c'est ça. Il doit à la lasagne. Ça ressemble plus à Garfield, mais je l'aime. On le salue. C'est un méchant bon Jack, ça. Là, on est là, nous autres, puis là, on était nerveux un peu parce que, tu sais, on fait Montréal-Londres, puis Londres-Liverpool en train. Puis là, le premier soir, on arrive, puis il est tard. Puis le lendemain, notre journée, elle commence avec George Gillette. Puis il nous amène au site d'entraînement. Puis il y a des chauffeurs là-bas, puis tout. Puis il prend soin de nous autres. On est avec lui dans la même minivan. Puis là, il nous fait visiter tout le site d'entraînement. C'est barricadé. On ne peut pas filmer la pratique. C'est hyper privé. Là, on est dans sa loge qui est sur le terrain d'entraînement. Puis on ne peut pas, là. On peut pas filmer. Puis là, lui, il rouvre les stars, puis on filme à travers le star. C'est à lui, le club. C'est extraordinaire. Puis juste à côté de ça, il y a un temple de la renommée du FC Liverpool. Puis où on était allé plus loin pour le temple. En tout cas, nous autres, notre journée a fini, là, puis on a hâte qu'elle soit finie. On a voté avec George Gillette. On va être là 3 jours. On a le temps de filmer. Puis le point culminant, c'est le match. Puis quand on va pour quitter l'amphithéâtre avec George, il y a 2 gars en T-shirt, en sweatpants, en running shoe dans l'entrée. Puis là, George, il nous présente comme ses amis de Montréal. « Hey, guys, they're 2 friends from Montreal, blablabla. » Puis il y en a un qui s'appelle Steven Gerrard. Puis l'autre, c'est le numéro 4. J'ai oublié son nom. Là, je savais grave. Puis là, « Hi, Steven. » Puis nous autres, là, on a juste hâte d'aller filer notre journée, puis aller d'un pub anglais, manger un fish and chip, puis boire une Guinness, voir de quoi ça a l'air. On ne l'a pas vu encore.
Puis on va avoir le temps de faire ça. Fait que là, on jase avec eux autres. Puis tu sais, c'est « you like it here? Comment ça? C'est le fun. On est arrivé hier, mais là, on va visiter ça aujourd'hui. » Puis là, les gars, ils veulent jaser. Puis on jase, mais tu sais, on n'est pas... on est dans le moment avec eux autres. Ils sont super fins. Sauf que quand on arrive au temps de la renommée, on réalise que c'est le temps de la renommée de Steven Gerrard, que c'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire de l'Angleterre. Donc, on a jasé avec, on n'a pas pris de photos, on a jasé avec, là, de même, là, comme si c'était un joueur de 7e trio là, qui arrivait de la Ligue américaine. Puis là, je le regrette tellement. Là. Puis on est revenu avec George dans son avis. Hey, Monsieur Gillette, il est tellement fin. Là, lui, extraordinaire. Vous l'avez connu, vous autres. Là. Ouais. C'est drôle quand tu dis mes amis de Montréal, ils faisaient tout le temps ça. Hey, mes amis du Texas. Puis là, il y avait des gars de NASCAR, puis il y avait des gars de n'importe quoi qui ils étaient tout le temps comme ça. Dans les dernières questions que je veux te poser, là, ça fait déjà 40 minutes qu'on te retient. On parlait tantôt de malaise dans des entrevues ou des questions, puis l'entrevue de Carbo à Détroit, quand il pète, c'est comme on t'entend toi, puis là, il pète sa coche. Comment on se sent après? Y a-tu un... Ah, ben cette fois-là, non. Cette fois-là, il y avait zéro malaise. Puis sincèrement, Carbo, il avait mal compris ma question, mais ça a donné de la bonne télé, parce qu'il avait répondu... Sérieux, je tripais, là, c'était bon, là. Il avait répondu que ça ne marchait pas, puis les gars ne peuvent pas jouer comme ça, puis blablabla. Puis là, les gars, ils ne travaillent pas. Les gars, c'est ça que les gars, ils ne travaillent pas. Les gars, ils ne travaillent pas, puis il faut qu'ils comprennent que tant qu'ils ne travailleront pas, on ne pourra pas gagner. Ouais. Fait que là, moi, je dis, ouais, mais là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment dit, tu vas faire quoi, toi, pour les amener à travailler? C'était ça ma question. Mais là, tu vas faire quoi avec ça? Mais je viens de te le dire, il faut qu'ils travaillent. C'est pas pour lui dire. C'est pas ça la question. Là, je l'ai laissé aller. Puis le plus comique, c'est que la suite, on ne la voit pas à TV parce qu'on a coupé. Là, Carbo est fini de répondre, puis c'était tout un show. Là. C'était pour la TV, c'est parfait. Puis là, il a fini, puis là, il fait... Là, il fait 3-4 pas, puis il revient, puis il restait patéqué de Gazette. Pat, c'est un anglophone. Là, Carbo, il vient... Il regarde Pat. Pat, I hope you understood everything. Pat, I think I'm fine. All right, parfait, il est parti. Il n'a pas pris sa chance, Pat, ce soir-là, qui est super gentil en passant. Oui, Pat. Ah non, c'est bon. Hey, Luc, les Jeux olympiques, Lac-Placide, Canada qui gagne l'or ou la Coupe Stanley en 93, tu as vécu des émotions là, quand même là, incroyables. Lac-Placide, ça faisait depuis les années 50 que le Canada n'avait pas une médaille. Ça, c'était spécial, là, avec Brodeur, Gretzky, toute la gang. Mais il n'y a rien qui peut battre le Forum en 93. Puis dans ma naïveté de TQ qui commence, le Canadien gagne la Coupe Stanley. Moi, j'étais affecté à la couverture des Kings. Fait qu'il y avait Jean-Pierre Boisvert qui couvrait le Canadien. Je couvrais les Kings. Puis c'était cool, c'était fun. Puis en plus, pour ajouter à ça, il y avait des émeutes. Fait que là, après, on s'est ramassé dans le garage avec une couple d'employés. Puis le garage, c'était où il y avait le Zamboni. Puis il y avait 3 voitures là, qui rentraient dans le garage. Là, le coach, M. Corré. Puis il y en avait peut-être même juste 2. Là. Puis les Zamboni, là, c'était minuscule. Puis là, il y avait 2-3 petites tables avec des télés. Puis là, on regardait Radio-Canada. Puis là, on ne pouvait pas sortir. On ne pouvait pas sortir. C'était les émeutes. Ça ajoutait vraiment. C'était spécial. Puis là, je me disais, c'est cool. J'espère que la prochaine, il n'y aura pas d'émeutes. Ça va être le fun. La prochaine, on attend encore. Il n'y a pas eu d'émeute. Il n'y a pas eu d'émeute. C'est ça le positif. Mais le pire, c'est que quand le Forum a fermé, en 95, j'avais couvert le match, mais le boss, puis il a bien fait sa job, il était prévoyant, Charles Perrault, il m'a installé dehors pour couvrir justement les débordements. Mais il n'a pas eu. Fait que quand la game a fini, toutes les cérémonies, toute la patente, moi, j'étais dehors comme un raisin en face du Forum, mais il ne se passait rien. Hey, on va mettre Luc dehors pour les émeutes. Tu sais que quand Crosby il a compté le Golden Goal à Vancouver, c'est la même affaire. C'est le match de la médaille d'or Canada-États-Unis. Moi, je fais des entrevues à chaud après le match ou pendant les intermissions, les entractes. Ça sera vraiment une prolongation. Je n'aurais pas le temps de quitter ma place dans les estrades après le but en prolongation. Donc,
Après la troisième période, je suis descendu dans le corridor à côté du vestiaire. On appelle ça la mix zone. Puis là, j'avais une petite télé en noir et blanc, grosse comme ça, collée sur le trépied du caméraman. Puis là, avec un petit délai de 3 secondes, fait que là, l'amphithéâtre a explosé. 3 secondes après, on a vu le but de Sydney. Moi, c'est comme j'étais là, mais je l'ai vécu comme ça, à le regarder sur une petite TV en noir et blanc. J'avais hâte en maudit de revenir à l'hôtel pour voir ça pour de vrai sur un grand écran au moins, là, une 24 pouces. Là. Je sais pas qu'est-ce qui est épais, Guy, qu'est-ce que Luc est en train de nous conter ou Jeff Monson la semaine passée qui nous disait qu'en 93, justement, il regardait la coupe. Il était où, Guy? À Atlanta. Il était à Atlanta. Il n'a même pas eu la chance de vivre ça avec sa famille. Puis ça, le Canadien qui gagne la coupe. Ça n'a pas d'allure, ça. Là. Vous n'avez pas. C'est mauvais timing, est-ce que... Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'était carré. Mais Luc, on s'en va à petite vite, Max. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, Genre, oui, lui, il va en avoir une bonne, je pense. Ton foursome de golf de rêve. Ah oui, wow, de rêve. C'est sur le terrain de golf, Luc. C'est Max. Wow. Thanks, foursome de rêve. Fred Couples. Fred Couples, c'était vraiment une idole de golf. Tu sais, j'aimais beaucoup le golf. Je rajoute Wayne Gretzky. Puis, je vais mettre mon gars. Oh. Je veux que mon gars soit là, jouer avec nous autres, puis il trippe avec. Ah, c'est cool ça. Non, c'est le fun. L'autre question, ta demande d'autographe la plus impressionnante que quelqu'un t'a demandé ou que toi t'as demandé à quelqu'un? Ouais, la plus impressionnante, là. J'étais avec Julie, mon épouse. On est à Barcelone. On est en vacances. Puis là, on est dans le vieux Barcelone gothique. On est dans un petit restaurant 25-30 places, là. Puis là, à côté, il y a un couple. Le monsieur parle en anglais, la madame, elle parle en français, puis ils ont un petit gars d'à peu près 10 ans. Puis ça fait une demi-heure qu'on est là, puis la madame, à un certain moment, elle me dit excusez-moi, est-ce que vous êtes Luc Gélina? Et là, je fais comme, voyons, non. Ben oui, c'est moi. Fait que là, elle s'en va vers son mari, puis le petit garçon, puis elle dit ben oui, c'est lui. Le petit gars, il se lève, puis il sort du restaurant. Puis là, elle dit à son mari hey, go, allez, catch him, let's go, come on. Fait que là, nous autres, on est là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle dit mon fils, on est en vacances, puis il y a un de vos livres ou 2 de vos livres, whatever. En tout cas, il est en train de lire vos livres. Il lisait dans l'avion. Puis là, il est parti les chercher à l'hôtel. Même si on vient souvent à Barcelone, je dis à mon mari, accompagne-le, là, on est quand même dans Barcelone. Fait que là, ils sont venus 5 minutes après. Le petit gars, il vient, puis là, il y avait mon livre dans les mains à Barcelone. Wow. Ça, c'était. Ça, c'est. Hey Luc, justement, je l'avais dans mes points. Parle-moi vite de tes livres, là, parce que je pense que c'est une grande fierté pour toi, puis ils sont super bons. Ouais. Tout le monde adore tes livres. Là, fait que parle-nous-en là, un peu. Parle-nous-en. Ça a commencé que, à un certain moment, je voulais faire plus que des petits reportages de 2 minutes à RDS. Puis, je cherchais des idées de livres. Puis, parce que mon fils Guillaume joue au hockey, puis ma fille Daphné joue au hockey, puis Pénélope est dans le sport, les parents qui me regardent à la télévision couvrir le Canadien, ils pensent que j'ai les connaissances de Danny Dubé et Clément Jourdouin. Tu sais. Fait que là, dans l'hockey mineur, ils me posaient plein de questions sur l'enfance. Mon gars, devrait-tu faire 3 écoles d'hockey? Penses-tu que c'est trop? C'est correct s'il fait des poids? Fait que là, moi, ces questions-là, je me suis mis à les poser dans des vestiaires, tu sais, à ces Bégin, à Francis Bouillon. Puis là, j'ai réalisé que leur enfance avait été parsemée d'embûches, qu'ils avaient déjà abandonné, qu'ils n'avaient pas tout le temps joué l'élite. Tu sais, Bouillon, il a commencé gardien, puis Roberto Luongo, il a commencé attaquant. Donc, j'ai pensé faire un livre qui est pour les enfants et les parents sur... Parce qu'on pense tout le temps que c'est des extraterrestres qui jouent dans la Ligue nationale. Ouais. Si, au coffee shop de l'Arena, tu prends un café avec les parents, puis tu dis « Ouais, moi, mon petit Maxime... ou mon petit Guillaume travaille fort, puis il veut jouer dans la Ligue nationale plus tard, puis j'ai dit de ne pas lâcher que ça se pouvait. Aussitôt que tu pars, les autres parents vont dire hey, c'est un câble, lui, là, tu sais, puis ils vont penser que tu pousses ton fils. Mais ce n'est pas des extraterrestres, là. C'est des gars comme vous autres. Donc, j'ai présenté le projet de faire des mini-biographies sur ces gars-là, ils viennent d'où, quel genre de famille, comment ils ont passé au travers le hockey mineur, toutes les petites étapes, là, même quand il n'y a rien de spécial. Après ça, Midget 3, junior majeur, le repêchage, puis mes histoires, ils finissaient à la Ligue nationale. Puis ça a vraiment bien fonctionné, puis ça a fait lire les jeunes. J'ai fait un tome 2,
Puis après, je me disais, si on aimait les vraies histoires, peut-être qu'ils aimeraient, tu sais, la fiction. Fait que là, j'avais proposé sur les dominos. Tu sais, il y a un joueur qui se blesse dans la Ligue nationale. Le sac, il y en a un qui fait le club à Rouyn-Noranda. Puis pour les mêmes raisons, je suis le hockey à Louisville. C'est tout très ensemble. Puis finalement, c'est devenu 5 romans. Puis là, c'est rentré dans les écoles secondaires, plusieurs, au Québec, au Nouveau-Brunswick, même dans le nord de l'Ontario. Puis là, après ça, ben là, j'ai fait 3 romans pour les plus jeunes, La vie de Steve Bégin. Puis là, ben, je suis sur 2 autres projets en même temps que je peux parler, mais qui sont vraiment capotants. Les deux projets sur lesquels je suis, là, j'ai tellement hâte de vous le dire, là, puis c'est vraiment trippant, vraiment cool. C'est pour que. Ben, merci, Luc. J'avoue que nos livres, à moi et Guillaume, sont vraiment bons. Là. Merci. On est bien gentils, tes 2 projets. Là. C'est pour quand, Luc, les livres? Les nouveaux projets, c'est-tu? Ben là, vois-tu, c'est le premier projet. Tu peux me dire, je ne veux pas en parler, parce que t'as le droit de dire. Non, les entrevues sont finies. C'est quelque chose qui devrait sortir d'ici 1 an. Là. OK. Ouais. Puis l'autre projet, ça n'a aucun lien avec le hockey. Puis ça implique quelqu'un qui n'a pas pris sa retraite encore. Puis quand il aura pris sa retraite, ben, on sortira le livre. Mais on travaille déjà là-dessus. Wow, c'est hâte, ça. Wow. Ouais. C'est bon. On a hâte parce que le monde, je pense que le monde, ils le savent. Tout le monde adore tes produits. Fait que, super cool. On a hâte, exactement. Hey Luc, sérieusement, t'es incroyable depuis le début. Tu nous encourages dans notre projet. T'es super gentil. Tu nous donnes des conseils. Puis le monde, là, c'est toujours des commentaires plus que positifs. Ouais. Merci. Puis Merci les gars. Et avoir ta chemise, on va t'envoyer un coton ouaté. Le pire, c'est que j'ai choisi ma plus belle pour vous autres. Merci, Luc. Tu supportes toujours nos produits québécois, puis tout ça. Puis t'es bon Jack, t'es un vrai Québécois. Merci pour la bouteille de gin, puis les bières. Puis ton nom, il est là pour le party, hein? Ouais. Là, on t'oublie pas, c'est sûr. On s'en va là avec un chien Mira, là. Ça prend un chien Mira, par exemple. Pour revenir. Pour qu'il nous ramène à l'hôtel après. Ouais, là, Guy l'a dit. J'ai hâte de voir qui qu'on va amener pour chanter, Guy, parce qu'à la date, on a du monde qui. On va faire les bacs à Luc. Ouais. Luc ne chante pas. Ah non? Ah, OK. J'ai chanté une fois à Columbus d'un karaoké. La dernière des dernières tours, il ne restait plus personne. Puis Jonathan Bernier, il filmait. Puis je chantais une tourne de Cat Stevens parce que ça chante tranquillement. Puis pendant que je chante, puis que Jonathan Bernier filme, tu entends Raphaël qui revient des toilettes. Puis tu l'entends dire « Ah! Il chante! Il doit être chaud! » Il doit être chaud. C'est peut-être Joe Bernier que ça prend, Guy, là. Ouais. Ça va prendre Joe Bernier. Joe Bernier, c'est une machine. Ouais, je l'avais vu à Nashville dans un. J'avais été avec Chantal aussi, elle chante. Oh! Chantal, elle chante. Il me semble que je me verrais chanter Picture avec Chantal. Moi, puis Chantal, la Picture, là. Hein, ça tombe bien parce qu'elle chante tout le temps en duo. Oh! C'est un signe. Arrête, donne-nous pas des scoops de même, là. Ouais. Elle est bonne à faire ça. Ah, ben, Chris, on prend ça en note. Ça, Luc. Parfait. Luc, merci d'être venu, mon chum. Merci beaucoup. Merci, les gars, pour l'invitation. Lâchez pas. Yes. À bientôt. Ciao, bye. Ciao, bye-bye. Méchant malade.